Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce premier séminaire de l'année pour l'équipe que j'ai l'honneur de diriger de manière provisoire. TROCA, Trajectoire d'Océanie. On a un calendrier de séminaires assez nourri pour l'année, mais ce premier séminaire, il est très tôt. En général, on fait des séminaires un petit peu plus tard. On commence souvent en mars ou en avril. On a profité en fait de la venue en Nouvelle-Calédonie de Benoît Carteron, qui est membre associé de l'équipe TROCA et qui sera un des 3 intervenants d'aujourd'hui. On aura aussi également le plaisir d'entendre l'intervention de Caroline Graille, qui est membre associé de notre équipe, un membre du bureau aussi, un membre très actif du laboratoire. Et puis, à ces 2 voix, aujourd'hui en présentiel, eh bien, il y aura aussi l'intervention filmée de Umberto Cugola, qui est docteur en géographie du développement et formateur à Toulouse, et donc qui a également participé à la genèse d'un article. Ils vous expliqueront tous les 3 comment cette réflexion est née. Et donc, sans plus tarder, je vais leur donner la parole en vous souhaitant à toutes et tous un excellent séminaire, et à tout à l'heure. Merci. Merci. Je vous laisse vous installer. Bien, bonjour à toutes et tous. Merci de votre présence ici, surtout un vendredi après-midi. Merci à l'Université de Nouvelle-Calédonie de nous offrir ce lieu de rencontre et d'expression. Merci aux membres de notre équipe de recherche, TROCA, pour leur soutien. Et aux étudiants, chercheurs, enseignants ou simples citoyens intéressés par ce que nous avons à dire, d'être venus jusqu'ici aujourd'hui. À mes côtés se tient donc Benoît Carteron, qui est anthropologue, maître de conférence à l'Université catholique Ouest à Angers, donc qui est actuellement de passage. Effectivement, on profite de sa venue. Tous les deux, nous allons vous proposer une communication atypique, j'insiste sur ce mot, que nous avons imaginé quasiment en même temps et que le bureau de TROCA a bien voulu nous laisser présenter aujourd'hui. L'affiche, vous le voyez, fait mention effectivement d'un 3e contributeur, et non le moindre. Il s'agit d'Umberto Cugola, qui est un monsieur originaire de Concepción, donc avec des origines kanak métissées italiennes, qui vit et qui travaille à Toulouse et qui nous a transmis donc une vidéo de sa présentation, ne pouvant être présent ici et ne pouvant pas non plus assurer une visio en duplex puisqu'il est dans les transports où il a cours à ce moment-là. Donc nous visionnerons son intervention dans un instant. Je vous disais que cette communication est atypique. Il y est question d'un article qui n'est pas encore paru, qui doit paraître dans la revue Ethnologie française. Et notre propos n'est absolument pas de vous exposer ici le contenu de l'article. On ne va pas présenter les hypothèses, les argumentations qui seront publiées ultérieurement. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de dévoiler le processus d'écriture qui nous a conduit à proposer un article à 6 mains sur un thème particulièrement inflammatoire en Nouvelle-Calédonie, et j'y reviendrai dans un instant, qui est l'identification à l'un ou l'autre ou les 2 drapeaux et les expressions de cet antagonisme vexillaire. Alors je sais qu'au moins il y a un mot que tout le monde va apprendre aujourd'hui, tout comme moi je l'ai appris en me lançant dans cette aventure d'écriture, puisque, petite minute d'étymologie, vexillum en latin, ça désignait l'étendard en usage dans les détachements de l'armée romaine, et l'adjectif vexillaire, ça désigne tout ce qui se rapporte aux étendards et aux drapeaux. Voilà. Donc vous entendrez du vexillaire 2-3 reprises, mais on ne va pas vous assommer avec ça. J'insiste là-dessus parce que nous souhaiterions même en amont de cette présentation faire tout de suite un correctif vis-à-vis de l'article qui a été publié dans les Nouvelles Calédoniennes hier pour annoncer justement ce séminaire. Alors évidemment, quand on dit il y a un séminaire de recherche où on va parler d'écriture et d'épistémologie, ça n'intéresse pas grand monde. Et quand on dit il y a un Zoreille qui vient parler de l'identité et des drapeaux, là, ça fait le buzz et ça va mobiliser un peu plus de monde. Donc, nous avons demandé aux Nouvelles-Calédoniennes et à la journaliste qui a interviewé Benoît de nous autoriser un droit de réponse, puisque les propos qui sont
dans cette interview sont pas les bons, sont pas ceux qu'il a tenus, sont des raccourcis. C'est difficile de faire de la recherche en sciences sociales et d'ouvrir également ses connaissances et ses savoirs à un public plus large. Donc je ne blâme pas, c'est sûrement pas de la malveillance, mais en tous les cas, l'effet n'est pas positif. Et nous, ce qu'on veut simplement, c'est parler de notre expérience personnelle dans cette année 2022 sur l'écriture à 3 voix de cet article, et non pas débattre à la place de ceux qui ont la légitimité de le faire, de tel ou tel drapeau qui aurait une suprématie sur l'autre. Voilà, je tenais à poser ça clairement, et nous le referons par écrit sur le site des Nouvelles Calédoniennes, s'ils nous autorisent à le faire, bien entendu. Voilà. Ceci étant dit, l'article que vous aurez, nous espérons maintenant tous envie de lire, est le fruit d'un long processus de maturation, de négociation, de médiation dans l'écriture, ponctué d'élan, évidemment. Quand on écrit, on a envie, on est un petit peu dans la jubilation, mais aussi de découragement, de doute, d'enthousiasme. Voilà, ça a été un petit peu une alternative, une alternance d'émotions. Nous avions envie de partager avec vous toute la subjectivité qui caractérise aussi l'écriture en sciences sociales. Pierre Bourdieu, que je cite abondamment, disait de la sociologie qu'elle est la moins scientifique et la plus littéraire des sciences, quand il est question d'identification, d'appartenance, d'inclusion, de dignité. On fait très attention à ce qu'on écrit, et c'est ce qu'on a fait. C'est pour ça que c'est assez troublant de voir à quel point c'est escamoté dans la presse locale. Parfois, on n'écrit pas tout à fait de la même manière un texte qui est publié là-bas, dans une revue métropolitaine, parce que les codes culturels, les attendus et les allants de soi ne sont pas les mêmes. Voilà. Aujourd'hui, nous allons vous raconter, avec la plus grande humilité et honnêteté intellectuelle, les étapes d'une élaboration, celle d'un article écrit à la croisée de 3 subjectivités. Excusez-moi, j'en tremble du coup. Tout commence par un mail que m'écrit Benoît Carteron le 18 janvier 2022, par lequel il me signale un appel à communication dans la revue Ethnologie française, et il me propose une écriture à 2 voix. Nos thématiques de recherche sont en effet convergentes depuis plusieurs années sur la question des appartenances et des assignations identitaires dans le contexte calédonien. Et la thématique d'Ethnologie française, qu'est-ce qu'un drapeau, approche du dévoilement politique, se déploie en 3 axes. Alors il y en a un qui s'est escamoté en bas, je ne sais pas pourquoi. La dimension essentielle et que nous retiendrons, c'est celle de l'usage des étendards à l'intérieur d'un champ politique complexe, celui de la Nouvelle-Calédonie, et les représentations parfois ambivalentes qu'il mobilise. Donc je vous ai mis un tout petit extrait de cet appel à contribution. Les drapeaux des syndicats, des mouvements de revendication identitaire, les étendards des supporters, ceux utilisés dans les cadres apparemment folkloriques, ont toute leur place dans les contributions qui nourriront la rencontre, dès lors que leurs usages s'inscrivent formellement ou informellement sur un terrain politique. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez large, et nous avons souhaité proposer donc quelque chose qui concernait la Nouvelle-Calédonie et ses drapeaux. Pardon. Voilà. Après quelques jours de réflexion et d'idées jetées comme ça sur le papier, j'ai sollicité Umberto Cugola, dont la posture épistémologique me paraît véritablement éclairante sur cette thématique. J'avais apprécié à titre personnel dans la rédaction de ma thèse et de plusieurs autres publications son style, sa sensibilité, puisque dans sa thèse, en 2009, il décrivait son enfance dans les années 80 à la tribu de la Conception et l'actualité politique dont il avait été le témoin. L'écriture d'Umberto Cugola est particulièrement représentative d'un certain décentrement épistémologique qui s'adosse à une lecture endogène des faits sociaux, dans le thème qui est le nôtre, donc le vécu du drapeau, c'est-à-dire la capacité d'écrire en employant « je », ce que ni lui ni moi n'avons le droit de faire, constitue un parti pris et une priorité méthodologique. C'est vraiment à l'instinct que nous avons mené ces échanges, et Umberto et moi-même, nous faisons partie depuis
peu du comité d'édition du journal de la Société des Océanistes. Ça fait plusieurs années que nous échangeons par mail et que l'idée d'un travail en commun était évoquée régulièrement. Donc le 23 janvier, un dimanche, je lui écris et il me répond dans la foulée. Des échanges de mails donc, qui sont rapides, avec des positions enthousiastes. En quelques heures, et grâce aussi au décalage horaire, notre panel d'auteurs est constitué. On a donc un Kanak exilé depuis une vingtaine d'années à Toulouse, une métropolitaine ancrée depuis une durée similaire ici en Nouvelle-Calédonie, un métropolitain spécialiste du monde rural en Vendée, donc c'est pas à côté, mais qui a choisi de faire du terrain en Nouvelle-Calédonie au milieu des années 2000. Donc même si nous avons déjà tous les trois écrit sur ces thématiques identitaires, nous ne sommes pas complètement naïfs non plus sur la difficulté qu'il va y avoir à faire passer notre trio auprès d'un comité éditorial. Mais à ce moment-là, fin janvier, le temps presse, il nous reste 7 jours pour proposer un article. Et je tremble toujours. 31 janvier, après quelques échanges, notre proposition d'article voit le jour et le titre nous vient assez facilement, comme un clin d'œil au premier slogan de l'Union calédonienne, 2 drapeaux, un seul peuple, l'appropriation des emblèmes antagonistes en Kanaki Nouvelle-Calédonie. En toile de fond, nous cherchons tous les trois à montrer les difficultés qu'il peut y avoir à inventer des traditions nationales en Nouvelle-Calédonie, à légitimer le ou les symboles partagés d'une nation calédonienne en cours de construction. L'histoire des drapeaux, pour nous, elle cristallise parfaitement les antagonismes politiques, ethniques qui sont propres au pays. Benoît s'appuie sur de précédentes enquêtes de terrain qu'il a menées dans Nouméa et Grand Nouméa. Il souhaite retravailler sur la recherche des signes identitaires communs, la polémique autour de la levée des 2 drapeaux. Personnellement, j'envisage de transcrire cette surexposition vexillaire, j'adore, surexposition vexillaire, lors de la cérémonie d'inhumation d'Ataï, le 1er septembre 2021, et aussi pendant les campagnes référendaires. Umberto, quant à lui, il entend revenir sur l'ambivalence des rapports à l'étendard de Kanaki chez les étudiants calédoniens, toutes ethnies confondues, qui séjournent en France. Donc voilà un petit peu comment, petit à petit, une sorte de cartographie des discours se dessine et comment on va essayer d'articuler ces 3 positions-là. Notre proposition d'article est acceptée le 7 mars. Sans surprise, le comité éditorial nous écrit et redoute un effet de collage, c'est ce qui est écrit là, qui serait lié évidemment à la juxtaposition de 3 parties dans un article complètement décousu. La polyphonie, comme il l'appelle, doit se mettre au service de l'écriture et non la fragiliser. 2 jours plus tard, le 9 mars, je reçois l'annonce d'un diagnostic de cancer qui va assez grave et qui va nécessiter donc un traitement par chimiothérapie, chirurgie et radiothérapie. Et évidemment, j'annonce ça à mes co-auteurs qui m'apporteront leur soutien sans faille dans les mois qui vont suivre. Excusez-moi, je pensais que l'émotion serait passée, mais pas du tout. Donc nous voilà. Il y a la vie et puis il y a l'écriture. Nous disposons de moins de 3 mois pour rendre notre article, et il est entendu qu'Umberto et Benoît vont écrire chacun une partie, et que moi, je me cantonnerai, si on peut dire, à articuler l'ensemble en rajoutant un petit peu ma patte. L'exercice est difficile, parce que Benoît va parler avec sa distance d'anthropologue classique, et Umberto va parler à la première personne, je. Et moi, je dois faire le lien. Voilà. Donc les faits de collage sont quand même assez difficiles à éviter. Donc j'entreprends, quand j'ai reçu leurs 2 contributions, de condenser les phrases les plus percutantes d'Umberto sous la forme de verbatim. Comment dire « je » dans un article où lui, il dit « on » ou « nous », voilà. Donc le parti pris, c'est ça. Je fais comme si Umberto était finalement une personne ressource qu'on est allé interviewer, et je mets ces phrases les plus percutantes sous forme de citations que j'intègre au texte.
Pour le reste, je neutralise le jeu. Ce qui n'est pas notre intention initiale, mais je me dis c'est le seul moyen pour qu'on puisse écrire quelque chose qui se tienne et qui ne soit pas trop artificiel, justement. Les délais sont courts. Mon état de santé est donc fragilisé. Nous conduisent tous les trois, je le dis très honnêtement, à douter de la faisabilité du projet. Je reçois, comme je vous l'ai dit, tout le soutien de mes co-auteurs. Je ne suis pas tranquille avec ça. Je me suis même dit que tu pourrais peut-être pas travailler sur cet article. Auquel cas, pour ma part, un renoncement à ce projet ne m'aurait posé aucun problème, écrit Umberto. Et Benoît avait exactement la même attitude. En parallèle, notre exilé kanak se prépare à un retour au pays. Je le cite parce que c'est important. Je vous dis, c'est aussi l'histoire de la vie. Lui, après quelques années à ne pas être revenu sur sa terre natale, se prépare à revenir. Il va revenir ici, rentrer en juillet-août. Et c'est l'occasion pour nous de nous rencontrer en vrai, parce qu'on s'était vu que dans des visios ou dans des mails. Voilà. C'est aussi ça le mystère de l'écriture. Nous travaillons donc sur cet article et finalement, la première version est envoyée le 1er juin à 1h du matin. Le 18 juin, nous recevons l'avis d'un de nos rapporteurs, donc la personne qui fait un petit peu la médiation entre le comité d'édition et nous, qui fêle un peu notre enthousiasme, je vous l'avoue. La porte n'est pas fermée, mais ça veut dire que vous avez encore une chance de vous rattraper. Mais les modifications requises sont quand même énormes. Donc je vous le lis, je vous l'ai mis là. Votre article est très intéressant, mais il souffre à nos yeux de 2 écueils. L'affirmation d'un questionnement autour de la notion de commun, c'était notre idée, qui peine à être le fil rouge de votre démonstration, et des phrases qui, parce qu'elles ne renvoient pas à des matériaux et des références, sonnent quelquefois comme des pétitions de principe. Bref, votre article mériterait d'être remanié. Laurent Le Gall, que je tiens vraiment à saluer ici et à remercier chaleureusement pour sa disponibilité et sa bienveillance, accepte, et ce sera fait à plusieurs reprises, de discuter en visio avec nous pour analyser les commentaires et pour nous aider un petit peu à faire le tri et à savoir comment réorienter cet article. Le délai imparti pour la 2e version est fixé au 15 août 2022 et comme vous le voyez, entre-temps, Umberto, qui est une véritable armoire à glace, arrive à Nouméa et juste après le week-end du 14 juillet, nous allons faire cette photo parce que ça faisait un moment qu'on en avait envie tous les deux devant la statue qui est place de la Paix. On aime bien les symboles. La principale recommandation des rapporteurs, donc, que transmet Laurent Le Gall, c'est laisser toute sa place à la subjectivité de l'auteur kanak. Le jeu d'Umberto Cugola doit s'exprimer sans filtre, sans être travesti dans des citations dont l'auteur aurait été simplement entendu lors d'un entretien qualitatif. Et là, c'est une évidence pour nous tous. Il n'est pas objet, il n'est pas ethnologisé, il est sujet. C'est lui qui énonce, c'est lui qui va cadencer l'article. Donc évidemment, il faut que ce soit je. Alors je vous ai mis ce petit morceau d'article, je dévoile rien, mais bon, je vous remercie de ne pas le citer, de ne pas le copier, de ne pas en faire quoi que ce soit, puisque l'article n'est pas paru. Il écrit bien à la première personne. Je suis né en Nouvelle-Calédonie dans les années 70, d'un père d'origine italienne, d'une mère mélanésienne, à une époque charnière de la trajectoire historique du peuple kanak, alors que le mouvement de libération nationale montait en puissance dans le sillage des décolonisations de l'après-guerre. La tribu d'où je suis originaire, la Conception, établie en 1855 au-dessus d'une mission catholique, est alors aux avant-postes de la revendication kanak et son chef Roch Pidjoo, mon arrière-grand-père, est une des figures de proue du mouvement nationaliste. On ne peut pas poser mieux son identité et son enracinement. Et puis il raconte ensuite comment lui et les autres enfants kanak de la tribu à Conception arboraient en 82 des petits drapeaux bleu-blanc-rouge qu'ils avaient fabriqués parce qu'il y avait la demi-finale de la Coupe du Monde de foot. Peut-être certains d'entre vous ont suivi. Où ils étaient très jeunes. Non, M. Murphy n'était pas né. De rien. Donc on approche de la 2e échéance qui a été décalée au 31 août. Et pourtant, je ne vous cache pas qu'on est un petit peu découragé.
Il y a mon état de fatigue, qui est lié évidemment au traitement. Un voyage en France, puisque j'ai dû m'y rendre aussi pour une hospitalisation. De son côté, Umberto est parti en Nouvelle-Calédonie. Il est en immersion complète dans la coutume, dans sa culture. Et donc, il est injoignable. Ou plutôt, il est indisponible intellectuellement pour discuter de quoi que ce soit, d'un article, etc. Donc, dans ce mail, c'est important d'être transparent, j'anticipe déjà un rejet possible par la revue Ethnologie française et la possibilité qui nous serait peut-être donnée, si on arrive au bout, de demander ailleurs, si quelqu'un voudra bien de cette publication. Pourtant, Laurent Le Gall nous accorde 10 jours supplémentaires, et cette confiance-là, je la souligne parce que la confiance, ça se respecte, cette confiance-là de ce comité d'édition à travers son porte-parole, ça suffit finalement à nous permettre de remanier le texte et d'envoyer la version 2 le 8 septembre. Alors je vous dis quand même quelques mots sur la composition de notre texte, même si encore une fois le but c'est pas de parler de ça, c'est de parler du processus d'écriture. Donc l'article va s'ouvrir sur le témoignage d'Umberto, qui va raconter ses souvenirs d'enfance, ravivés évidemment par son passage au pays, son retour au pays, qui est vraiment très frais. Et notamment les souvenirs communs à toute une génération de Kanaks et de Métis qui étaient portés par l'énergie de la lutte indépendantiste, qui étaient aussi marqués par les événements et qui étaient sommés ensuite, assez rapidement, de s'épanouir dans les promesses ou les utopies d'un rééquilibrage et du vivre ensemble. Première partie. Deuxième partie, nous rappelons que la recherche des symboles identitaires, qui est pourtant prévue par l'accord de Nouméa de 1998, a partiellement échoué puisqu'on n'a pas trouvé de drapeau commun. Et dans un troisième temps, nous évoquons la manière dont les Calédoniens, au sens large, s'efforcent malgré tout de nuancer cette opposition. Et ici et là, nous écrivons à l'unisson, je cite, « Les habitants du Caillou parviennent à tisser du commun et composent à partir de 2 étendards une symbolique partagée. » Ça, c'est un parti pris que nous avons tous les trois et sur lequel nous nous rejoignons. Donc on va recevoir l'avis du comité d'édition début novembre, retour positif. Votre texte a été lu avec intérêt. Suite à la discussion, des modifications vous sont demandées. C'est aussi le plaisir de l'écriture et de la publication, pour ceux qui sont encore très jeunes et qui veulent s'y essayer, c'est que c'est jamais fini. Et quand on croit que ça passe, il manque toujours un petit truc et que ça peut être très long à faire. Voilà. Mais il ne faut pas se décourager parce qu'au final, ça paye. Donc, il faut préciser, disent-ils, le positionnement de chacun des auteurs. On a bien su valoriser le témoignage d'Umberto pour que, finalement, le « nous » devient subalterne, et j'emploie ce mot à dessein, alors que nous cherchions justement avant tout à croiser nos regards et à enrichir mutuellement nos écritures. Donc nous allons étoffer une introduction qui permet de camper les personnages, parce que c'est un petit peu ça, le trio, et nous avons un souci de réflexivité qui permet de savoir d'où l'on parle et de tisser peu à peu un écrit commun. Donc voilà ce que nous écrivons. Nos positions d'auteurs assemblées ici ont fini par se rejoindre en une seule et même approche, à travers une proposition non moins complexe que l'objet considéré dans ce texte. La première d'entre elles est celle d'une subjectivité assumée, le témoignage d'Umberto. Caroline défend une posture à la fois pragmatique et réflexive, à l'affût de nouvelles perspectives épistémologiques. Et quant à Benoît, il endosse, lui, une position travaillée par une question éthique dans le rapport à l'objet, une éthique de conviction, comme dirait Max Weber, celle du scientifique qui cherche les mots dans le langage commun. Ce texte est ainsi le fruit d'un dialogue depuis ces 3 positions d'auteurs. À bien des égards, il a été aussi un pari sur une rencontre intellectuelle. Je vous laisse à présent entre les mains de Benoît, qui va justement vous livrer son témoignage d'auteur.
pour commencer, je voudrais également remercier les organisateurs du séminaire, donc Louis, Gwenaël, qui avait proposé l'idée en premier lieu, et puis remercier aussi à mon tour Caroline et puis Umberto, sans lesquels j'aurais jamais, je me serais jamais lancé de moi-même dans un article sur un tel sujet. Là, je vais donc à la suite de Caroline exprimer comment j'ai cheminé à travers l'écriture de cet article dans la relation avec Caroline et Umberto. Donc en commençant par dire que j'ai commencé à écrire quelque chose en premier lieu. Donc j'ai proposé une première partie de texte aux deux autres auteurs avec ce que je pouvais apporter, c'est-à-dire durant cette période 2007-2010 où j'ai mené des enquêtes de terrain par interview notamment, sur notamment au moment de cette recherche des signes identitaires avec le comité de pilotage des signes identitaires sous l'égide de Dewey Gorodé, et donc l'échec d'un accord sur le drapeau et le nom du pays, sur un accord sur un drapeau commun et un nom du pays, jusqu'à la levée des deux drapeaux en 2010. Et puis ébaucher une autre partie avec les données dont je pouvais disposer, consacrées donc aux témoignages de Calédoniens montrant leur prise de distance avec les divisions politiques dans leur manière de brandir les drapeaux ou de s'y référer en fonction des circonstances et suivant les lieux et les espaces. Alors tout cela avec l'idée de garder une position distanciée, sans parti pris militant, mais en ménageant un équilibre des points de vue d'un côté et de l'autre de la ligne pro ou anti-indépendantiste. Ensuite est arrivé le texte d'Umberto, qui nous a transmis cette première version qu'a évoquée Caroline tout à l'heure de son écrit, sous la forme de ce récit, mêlant l'histoire de la revendication indépendantiste à la place qu'a pris le drapeau kanaki pour lui, en tant que kanak, et aux émotions que ce drapeau a suscité durant son enfance, en lien avec la revendication. Un récit aussi qu'il ouvrait sur ce qu'il appelle, lui, le tissage du commun, à travers les drapeaux, dans la ligne de nos échanges par mail et discussions en visio sur l'appropriation des drapeaux hors des enjeux politiques. Cependant, à partir de là, ma partie m'est apparue comme une sorte de socio-histoire politique classique, avec une neutralité distante contrastant sérieusement avec l'engagement et l'émotion qui se dégageaient du texte d'Umberto. Donc, comme Caroline l'a rappelé, elle se donnait alors la tâche d'essayer de combiner les propos en ajoutant ses propres apports et en remaniant l'ensemble. C'est ensuite à l'occasion d'un échange avec Laurent-Jacques Le Gall, après l'envoi de notre première version de l'article et sa lecture par le comité de rédaction, que je me suis surpris à dire à ce moment-là, en visio, que je trouvais la partie d'Umberto militante et contraire à mon idée d'un équilibre des points de vue. Tant dire que j'étais mal à l'aise, que j'ai un petit peu regretté ce moment-là, et en même temps, ça a permis aussi de continuer à discuter et puis de réfléchir aussi à la manière de poursuivre. Donc à ce moment-là, se poser la question de savoir si on allait arrêter là, si on n'irait pas plus loin en guise de commun, que de se rappeler le souvenir plein d'émotions de la demi-finale France-Allemagne de la Coupe du Monde de 1982, au cours de laquelle Umberto se retrouvait alors pleinement derrière le drapeau tricolore, que j'ai vécu aussi, de manière très intense, et qui est resté un souvenir oubliable. Mais ceci dit, un peu pauvre quand même pour parler du commun derrière les drapeaux en concurrence. Donc cet épisode et le risque de s'en tenir là m'a plutôt fait réfléchir à ce à quoi j'avais déjà commencé, à cogiter, notamment suite à une conférence qu'avait donnée Pascal Hébert au centre culturel Chibaou,
sur cette question de l'innocence blanche qui m'habite, cette espèce de naïveté sur fond d'identité blanche invisible, parce que c'est celle qui fait norme, une norme dominante qui pourrait être ici le regard métropolitain qui prétend à la neutralité, se situe au-dessus des groupes en opposition, comme si l'histoire coloniale et ses conséquences ne nous concernaient pas. En même temps, je tiens à conserver cette position depuis que je viens en Nouvelle-Calédonie, de prendre en compte les différents points de vue dans mes recherches, avec, comment dire, l'idée de ne pas trahir la parole de ceux qui m'ont fait confiance, mais en assumant une distance, enfin, en même temps, en assumant une distance avec une tendance des anthropologues qui est une tendance pro-indépendantiste, avouée, affirmée, dans la recherche anthropologique, car j'ai toujours trouvé que dans cette dernière, le point de vue des non-Kanaks n'est pas pris en compte, ou n'est pris en compte qu'à la marge, sans jamais être vraiment considéré pour lui-même. Voilà. La rencontre avec Umberto et Caroline m'a fait prendre conscience quand même que, à propos des drapeaux, d'un déséquilibre fondamental. Le drapeau kanaki, et c'est là donc où je peux revenir à ma manière sur le titre de l'article des Nouvelles Calédoniennes, est le seul, en l'état actuel des choses, c'est bien ce qu'il faut préciser, à pouvoir représenter l'identité et la personnalité du pays. Les deux drapeaux ne peuvent pas fondamentalement être considérés de manière équilibrée, en dépit du fait qu'ils sont hissés côte à côte. Donc ça ne veut absolument pas dire qu'il y aurait un drapeau qui représente l'identité et l'autre qui représente la nation, mais qu'un drapeau, faute de drapeau commun, reflète l'identité du pays, ce qu'on a pu constater après, et en même temps, à travers les témoignages, quand il s'agit de symboliser l'appartenance calédonienne. Donc c'est là où j'évoque le fait d'assumer une forme d'engagement. Donc vous pourrez remarquer que Caroline comme moi, du coup dans cette présentation orale, on s'exprime avec le geste qu'on s'interdit dans l'article tout naturellement, puisque nous utilisons le nous pour marquer la distance et le fait qu'on ne s'engage pas en tant que témoin et légitime pour parler du rapport que l'on peut avoir au drapeau. Donc la dimension de symbole d'émancipation et identitaire du drapeau kanaki justifie le poids qui est accordé à son émergence et justifie la place du témoignage d'Umberto dans cet article. De plus, en l'absence d'une alternative vexiliaire crédible, la portée symbolique que prend le drapeau kanaki, en particulier hors de l'archipel pour tous les Calédoniens s'identifiant au pays, rejoint un objectif de l'article qui est de montrer comment les habitants parviennent à tisser du commun en confortent leur ancrage océanien. C'est ainsi que le jeu d'Umberto est devenu le nous des trois auteurs, par cette conviction partagée et un engagement que quelque chose de commun se construit et qu'une symbolique partagée émerge, observable sous le prisme de la dialectique conflictuelle des deux drapeaux. Et je te laisse la parole, ou plutôt... Tu peux repréciser sur... C'est bon, je l'ai dit. Ok. Bien, nous allons à présent laisser la parole à l'absent, qui nous a fait passer cette vidéo en prévision d'aujourd'hui, qui s'excuse donc de ne pas être avec nous, qui dure quelques minutes. Je vous laisse l'entendre. Bonjour à tout le monde, bonjour à notre beau pays et bonjour à tous nos vieux. Donc je m'appelle Umberto Cugola, je travaille à Toulouse et aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience d'écriture avec Caroline Graille et Benoît Carteron. Merci avant tout à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et aux organisateurs de ce séminaire
d'avoir accepté que nous apportions une contribution, une réflexion autour de cette question de l'écriture. Merci également à mes deux co-auteurs avec qui j'ai travaillé pendant plus d'1 an sur cet article qui parlera de drapeaux dans la revue Ethnologie française. Merci en particulier à Caroline pour son énergie incroyable. Caroline qui a réussi à me faire prendre la parole dans l'espace public chez moi. Expérience que jusqu'alors je n'avais pratiquée que dans l'Hexagone ou dans certains pays d'Europe. Et encore, s'agit-il d'une parole que je prends à distance et en différé? C'est vous dire si Caroline a vraiment une énergie incroyable. Bref, donc quand Caroline m'a proposé de travailler avec Benoît Carteron sur cet article il y a 1 an, j'étais flatté, mais j'étais aussi hésitant. Je ne suis pas écrivain au sens littéraire du terme, mais disons que j'ai quelques publications à mon actif. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que l'écriture, c'est une activité qui m'attire, qui me passionne, autant qu'elle peut m'angoisser. Je trouve d'ailleurs que l'écriture, ça mobilise du doute, ça mobilise de l'angoisse, parce que ça demande de remettre de l'ordre, de remettre du sens dans un monde intérieur qui, à tout moment, est menacé de chaos, au fond. Et au fond, en tant que Kanak, en tant qu'Océanien, ou en tout cas en tant que personne concernée par l'histoire et la mémoire coloniale, je ne peux m'empêcher de m'interroger sur mon rapport à l'écrit. Je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi j'écris. Est-ce que écrire c'est un acte politique? Est-ce que écrire c'est un acte critique? Est-ce que c'est un acte poétique? Peut-être. Mais lorsqu'on se sent heurté dans sa chair par les traumas de la colonisation, n'est-ce pas aussi un acte thérapeutique? Est-ce qu'on n'écrit pas pour extérioriser un trop-plein d'émotions, un trop-plein d'affect, un trop-plein de rancœur, de douleur, de heurts et de malheur, pour dégager vers l'extérieur ce qui menace de nous ronger de l'intérieur? Parce que dans le chaudron bouillonnant de nos pulsions, au creux de nos passions dévorantes, de nos traumas et de nos délires aussi, il existe une véritable vie psychique qu'il faut associer à l'histoire coloniale ou au pouvoir colonial, comme dirait l'ethnopsychiatre Roberto Beneduce. Et donc, pour ce texte, nous étions sur un thème comme celui des drapeaux, mais ce que je vais dire là pourrait être vrai de n'importe quel thème au fond. Pour ce texte, nous avons pris une subjectivité, la mienne, comme point d'appui dans la construction d'un savoir dont l'épistémologie est pour le moins singulière. Dans notre expérience d'écriture, cette subjectivité éprouve, ressent, perçoit et finalement compose un récit réflexif en disant « je » et engage une dialectique avec un « nous ». C'est le nous de l'objectivation, le nous de l'abstraction, bref, le nous des sciences. Et dans cet aller-retour constant du je au nous, eh bien, notre texte a fini par se mettre debout, et c'est vrai qu'il faut au moins un genou pour tenir debout, voire 2. Donc, blague à part, on reconnaît dans cette position épistémologique ce dont parlait Nietzsche, le philosophe, quand il évoquait en son temps l'avenir de la science dans son œuvre Humain trop humain. En substance, Nietzsche affirmait qu'il faut se chauffer aux idées bornées, aux illusions, aux passions, aux émotions, puis réguler cette énergie et la canaliser avec et par les savoirs et la raison. Bien, cette épistémologie, elle est déclinée d'une autre façon avec l'anthropologue François Laplantine dans son essai d'anthropologie politique. François Laplantine qui avance que cet autre, avec un A majuscule, cet autre que l'on cherche à connaître, doit d'abord être reconnu. Pour lui donc, la reconnaissance précède la connaissance. La reconnaissance de cet autre se joue par le regard, par le face-à-face des visages. C'est une compromission raisonnée dans les affects de cet autre, et c'est finalement une reconnaissance de ce jeu, un jeu qui met en mots un récit de soi,
et qui finalement raconte son histoire. Cet autre, reconnu dans l'éprouvé de percepts et d'affects partagés, est connu par expérience. Expérience qui devient alors elle-même susceptible de connaissance. C'est en quoi la reconnaissance précède la connaissance et finalement l'éthique précède l'épistémologie, rappelle François Laplantine. Donc une telle position en appelle évidemment à une épistémologie critique vis-à-vis des savoirs produits en situation coloniale, mais pas que d'ailleurs. Et ça, c'est un débat plus large qu'on ne peut pas traiter ici. Et cette manière d'organiser le rapport à la connaissance touche évidemment un point d'éthique, en ce que la reconnaissance de l'autre fonde un principe de monde commun. C'est-à-dire qu'il y a une commune humanité de fait, puis il y a connaissance. C'est-à-dire une naissance en commun organisée par un ordre des savoirs. Donc avec cette approche, en fait, les savoirs ne sont pas les instruments d'un pouvoir et d'une volonté de domination. Les savoirs se préoccupent d'élargir le cercle de l'humain. Donc je finirai ma réflexion en achevant aussi ma présentation, car cette approche par les savoirs incarnés et vécus, c'est aussi ce que je pratique chez les travailleurs sociaux que je forme depuis 10 ans maintenant à Toulouse. Les travailleurs sociaux, le travail social, il s'agit d'un terrain professionnel sur lequel j'ai été amené à exercer, sans doute pas par hasard, car les travailleurs sociaux sont des praticiens qui cherchent à mobiliser des savoirs, non pas pour dominer, mais pour soutenir une humanité qui doit trouver les mots lui permettant de s'accommoder de sa vulnérabilité. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention et pour cette bien courte et bien modeste contribution. Je vous souhaite une belle rentrée et une bonne année universitaire en espérant que peut-être on pourra se rencontrer bientôt. Je vous dis tata tout le monde et à bientôt. Il y a 2 ou 3 citations qu'il va falloir retenir. Bien, après cette intervention qui va conclure dans notre prise de parole, vous êtes à présent invités à poser des questions, à proposer des commentaires auxquels nous essaierons au mieux tous les deux de répondre. J'insiste une fois encore sur le fait que le fond de l'article n'est pas le sujet, mais que le sujet, c'est bien le cheminement réflexif qui nous a permis d'écrire en commun quelque chose sur une thématique où nos subjectivités devaient être à la fois mobilisées et mises à distance. C'est donc une toute petite pierre posée dans la réflexion épistémologique sur la manière de conduire et d'écrire la recherche en sciences humaines et sociales ici, aujourd'hui. Surtout, et je finirai avec ça, nous avons eu la chance de nous choisir, et je crois pouvoir le dire, de travailler en toute confiance, chacun étant rassuré quant à l'honnêteté intellectuelle des 2 autres. Je profite donc de cette conclusion pour remercier chaleureusement mes 2 camarades pour cette aventure intellectuelle, littéraire et humaine. Voilà, merci. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai une question par rapport, est-ce que vous avez toujours écrit vos thèses et vos articles en utilisant le nous ? Pas du tout. Pas du tout. Là, c'est un exercice particulier parce qu'on est à 3 et qu'il fallait converger vers quelque chose qui fasse consensus. Donc, moi, j'évite le jeu parce que je trouve ça un peu...
Dans une thèse notamment, ça peut devenir fatigant sur une centaine de pages ou plusieurs centaines de pages. Donc on essaie des tournures un petit peu neutres, mais on sait que c'est je qui parle, quoi, de toute façon, puisque ça n'engage qu'un auteur. Enfin, je sais pas si... Moi, j'ai toujours utilisé le jeu, trouvant que le nous cachait le jeu, souvent. Voilà. Mais là, effectivement, comme dit Caroline, c'est complètement différent. Vous ne pouvez pas mettre plusieurs jeux dans le même article. Voilà. Il y avait le nous qui exprimait la parole commune, et puis le jeu d'Umberto. Merci beaucoup pour votre communication très intéressante. J'ai hâte de lire l'article. Félicitations à vous trois. Et puis, je voudrais surtout féliciter Caroline pour son humanité, pour son courage et tout ce qu'elle a vécu récemment. Et sa franchise, son honnêteté, aujourd'hui. C'est pas vraiment une question, c'est une remarque. Bon, on sait que le jeu, nous, etc., ce ne sont que des stratégies discursives. Donc, si j'ai bien compris, dans le processus d'écriture que vous avez relaté, donc on est un peu à un niveau méta, où aujourd'hui on a un récit d'un processus d'écriture qui concerne à la fois un peu dans une sorte de mise en abîme le récit d'Umberto. Est-ce que c'est volontaire, le choix aujourd'hui, dans le choix discursif de votre communication, d'avoir inversé, si j'ai bien compris, un petit peu le positionnement, dans le sens où j'ai trouvé vos interventions donc très subjectives, qui intègrent justement toute la dimension des émotions et du vécu et du récit, donc d'écriture. Et donc Umberto, vraiment, la vidéo est très très intéressante. Le récit, là, je ne sais pas si ça s'est fait d'un bloc ou quoi, j'étais très très impressionnée. Qui lui, au final, est le plus distancé de vous trois, avec une réflexion, enfin justement, une réflexivité distancée, très 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 forte. Voilà. Donc, est-ce que c'était intentionnel d'avoir inversé le processus, si j'ai bien compris, d'écriture collective, et aujourd'hui de le narrer en inversant un petit peu les pôles et un jeu entre subjectivité et objectivité. Pardon pour ma question un peu longue. Merci pour cette très belle question. Alors, j'aimerais pouvoir dire oui, c'était purement intentionnel. Nous sommes dans la maîtrise totale de notre art. Mais non, en fait, ça ne l'était pas. Ça m'a sauté aux yeux aussi en faisant le montage des diapos. Je pense que Umberto était un petit peu frustré parce qu'il avait commencé avec des choses très érudites et nous l'avons ramené finalement aussi à dire jeu et à raconter des souvenirs qu'il n'avait pas forcément tous envie de raconter, que moi je suis même allée rechercher dans l'introduction de sa thèse pour compléter, pour enrichir. Et nous, inversement, je pense qu'on était un petit peu frustrés aussi. En plus, et comme vous l'avez entendu et perçu dans ma voix, c'était une année très lourde, très dense. Umberto parle des vertus de l'écriture comme étant thérapeutiques, que moi je peux vous dire et vous garantir que ça l'a été, vraiment. C'est-à-dire que je ne sais pas où j'ai puisé la force d'écrire ce truc au mois d'août, où j'étais vraiment sur le flanc, comme on dit. Mais ça a été une motivation et une force morale pour continuer, parce que je ne pouvais pas les planter, parce que je ne pouvais pas décevoir des gens qui nous avaient fait confiance, parce que voilà, la revue qui nous dit ça nous intéresse, c'est pas n'importe quelle revue non plus. Et donc on a envie que la Nouvelle-Calédonie aussi produise des textes qui soient publiés dans les belles revues, et Troca en particulier. Donc c'est pas intentionnel, mais je pense que quelque part on a un petit peu décompensé chacun. Et Benoît se trouve aujourd'hui pris dans cette espèce de polémique absurde avec cet article qui est paru hier. Et là, ça suscite des émotions qu'il n'avait pas prévues non plus. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable quand on parle d'honnêteté intellectuelle et vraiment qu'on
qu'on insiste lourdement dessus, que des gens écrivent des choses qui ne sont pas celles que vous avez dites. Voilà. Et quand on écrit sur l'écriture, en plus, c'est d'autant plus agaçant. Donc ça se fait comme ça, et lui, je pense qu'il s'est fait plaisir aussi, en mettant cette distance. Comme il l'a dit presque en s'excusant au départ, je prends la parole chez moi, mais j'y vais doucement, donc c'est peut-être aussi une forme de défense et de protection pour lui, et j'espère bien que la prochaine fois qu'il sera ici, on va pouvoir l'avoir en direct pour des choses un peu plus intenses et un peu plus sur le vif. Voilà. Mais ça se compose comme ça, et de la même manière, il commence l'article, et nous on arrive après pour raconter, pour étoffer le contenu. Et là, c'est lui qui conclut. Donc, on a aussi inversé l'ordre parce que je pensais que cette vidéo, c'était bien de l'avoir en dernier, justement, pour l'intelligence qu'elle dégage et l'humilité à la fois. Bah, je vais répéter un peu la même chose, mais votre remarque est vraiment judicieuse. Le fait que, effectivement, comment dire, j'avais oublié la frustration d'Umberto quand on a enlevé les parties, comment dire, très rendues, comment dire, assez haut dans les références aux auteurs et la réflexion théorique, pour qu'ils reviennent au témoignage, au vécu. Et inversement, effectivement, c'est comme s'il y avait un petit peu une libération en parlant à la première personne pour nous aujourd'hui. Même si ça reste difficile, pour moi ça reste difficile. Je ne suis pas habitué à l'exercice. Alors j'utilise le jeu toujours dans les écrits, mais ce n'est pas un jeu, comment dire, forcément extrêmement impliqué, engagé. Voilà, mais en tout cas, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de l'inversion et de rattraper ce qui a été une frustration, et puis en même temps, de mon côté, d'aller un petit peu plus vers ce que j'aimerais faire, parce que c'était un projet, mais pas du tout lié à cet article-là, de réfléchir davantage à pourquoi je suis là, pourquoi je me suis engagé là, pourquoi je continue, qu'est-ce que je viens foutre ici, etc., quoi. Bien. Bonjour. Alors, j'ai quelques pensées qui sont déjà un peu difficiles dans ma tête en italien, donc j'imagine qu'il arrive en français avec encore plus de difficultés. Je m'excuse. Alors, je voulais dire ça. Alors, j'avoue d'abord que j'ai une certaine distance par rapport à tout ce qui est réflexion sur la subjectivité en anthropologie. Pas parce que je ne vois pas l'intérêt, mais parce que des fois, je trouve qu'ils sont des choses qui restent comme intéressantes qu'un soi, je veux dire. Mais néanmoins, je veux dire que votre exposition, ça a été vraiment riche et ça m'a fait énormément réfléchir. Parce que je crois que vous avez montré que la subjectivité donc des trois auteurs, elle devient très importante, mais le moment où elle a un sujet à aborder qui est énormément important. Je veux dire, vous ne nous avez pas parlé beaucoup de sujets, donc de l'importance du drapeau, des entretiens que vous avez fait, de votre expérience et des témoignages que vous avez recueillis, j'imagine. Et donc, tout le monde ici, je crois, il a très envie de lire dans votre article. Donc déjà, ça, c'est bien. Parce qu'un séminaire, c'est fait pour inviter les gens à lire les livres et les articles. Et ça, il ne faut pas le voir un soi. Donc là aussi, je vous remercie. Mais je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer. Je veux dire, la subjectivité que vous nous avez exposée est très intéressante. Mais exactement parce que vous parlez d'un sujet qui est en soi très intéressant. Donc, encore une fois, quand il y a circularité entre les deux arguments, c'est là que ça devient très intéressant, la chose. Et je trouve même que la limite entre subjectivité et sujet, voilà, ça, on peut la remettre en cause. Vous avez dû vous interroger, je trouve,
tous les trois, parce que vous êtes devant un sujet d'énorme intérêt, comme c'est la formation de quelque chose de commun, l'idée de créer des espaces partagés, etc., qui sont super importants pour ces pays, comme partout, je veux dire, dans différentes manières. Donc, voilà, je suis parti avec ma propre certaine distance envers cette étude anthropologique que je trouve que, bon, il finit que parler du jeu ou du positionnement de l'anthropologue, que deux fois je trouve même exagéré, parce que je crois que nous, on nous demande aussi d'être témoins de certains, entre guillemets, réalités. On peut mettre guillemets 1000 fois, mais nous sommes des témoins et des gens qui racontent aussi des réalités sociales et pas seulement notre subjectivité. Et ce n'est pas l'exercice que vous avez fait, donc je vous remercie. J'aimerais juste dire quelques mots à ça. Merci Adriano pour ce commentaire qui est plus qu'une question et qui était très bien énoncé, très clairement en français aussi. Oui, le sujet est lourd. Non, par contre, il faut répondre en italien, Caroline. Ah oui, non, mais là, ça va être très succinct. Je fais juste les gestes avec les mains, comme ça on va être bien dans les stéréotypes, comme on disait l'autre jour. Le sujet surtout, et comme nous le savons ici, la question centrale dans les sciences sociales, c'est la légitimité. Qui a la légitimité de dire quoi sur quel sujet ? Il est évident, et je reste transparente parce que finalement c'est ma nature et que ça ne va pas changer, même si ça fait longtemps que je suis là, et même si ça fait longtemps que Benoît travaille là, deux métropolitains qui vont écrire un truc sur les drapeaux et qui vont vous raconter comment ils l'ont écrit, ça n'a pas vraiment d'intérêt. D'ailleurs, on ne l'aurait pas fait. En revanche, le parti pris épistémologique, c'était celui de dire il faut quelqu'un qui ait la légitimité de dire « je ». C'est pas Kugola qui est venu nous chercher. C'est nous qui avons dit il faut ce garçon. Alors moi, parce que j'adore ce qu'il écrit, il est d'une sensibilité, et vous avez vu, d'une culture extraordinaire. Il est beaucoup aussi dans une réflexion épistémologique sur sa propre trajectoire. Il est en train de former des travailleurs sociaux à Toulouse, donc avec aussi un questionnement sur quelle pourrait être, et elle serait énorme, son utilité sociale, pour dire un peu de façon prosaïque, en Nouvelle-Calédonie, dans un métier similaire. Donc c'est aussi, je pense, des projets qui le nourrissent. Et c'était évidemment important, surtout vu son ascendance, de donner la parole à ce garçon-là, qui ne l'aurait pas prise de lui-même. Parce qu'il y a ça ici, qui est si particulier par rapport peut-être à des pays voisins où les épistémologies autochtones sont plus peut-être exprimées, plus expansives. C'est qu'ici, il y a une sorte de retenue et que c'était vraiment intéressant et humainement passionnant que de travailler avec cet homme-là sur cette thématique-là. Mais s'il n'avait pas été avec nous, alors surtout vu le contexte, moi j'aurais renoncé et je pense Benoît aussi. Donc oui, le sujet s'y prête et je pense le pays s'y prête, le contexte s'y prête. À un moment, il faut réfléchir à ces savoirs en anthropologie, en sociologie, en sciences humaines, comme on veut, que l'on écrit et que l'on enseigne après et que l'on publie sur la Nouvelle-Calédonie pour sortir un petit peu justement de certaines postures scientifiques ou une espèce d'anthropologie engagée. Elle est tout autant engagée, la nôtre, mais différemment. Et c'est peut-être aussi ce changement de regard grâce à des personnes comme Umberto Kugola qu'on va pouvoir le faire. Voilà, c'était ma réponse très modestement. Benoît. Non, c'est bon. Bonjour, à mon tour je souhaitais vous remercier pour cette mise en partage, je dirais, de la cuisine des coulisses du processus d'écriture. Effectivement, je pense que ça a un effet miroir chez tout le monde sur comment nous-mêmes on se positionne, comment on collabore, quels sont nos choix. La question à laquelle j'aurais aimé vous entendre touche
un peu la conception qu'on peut avoir de l'écriture, comment on définit, comment on se situe face à l'écriture. J'aime souvent penser que l'écriture est une démarche de renoncement. On renonce à quelque chose, un peu en opposition à l'idée que quand on écrit, on s'exprime. Je préfère aussi penser l'inverse en me disant que quand on écrit, on est obligé de sélectionner, on est obligé de hiérarchiser et qu'on renonce aussi. C'est aussi autre chose qu'une prise de parole, c'est parfois une forme de silence. Donc, j'aurais bien aimé savoir si pour vous, il y a eu des renoncements dans ce processus. Parce que vous avez évoqué à l'instant la retenue, donc je pense qu'il y a quelque chose là peut-être de l'ordre de on respecte la retenue, mais on renonce à ce respect parce qu'il y a un objectif peut-être plus important, plus collectif. Enfin voilà, quel type de renoncement éventuellement vous avez pu faire ou auquel vous avez été confronté dans ce processus? Alors là, on va vraiment rentrer dans la subjectivité pleine et entière. Je ne vais pas parler de renoncement parce que moi, j'ai eu l'impression de m'enrichir à tout moment de ce parcours-là. Juste peut-être quelque chose que j'avais envie de dire, mais qui, si ça s'y prêtait pas dans l'exposé, mais j'en profite maintenant. Je pense que l'écriture, c'est aussi quelque chose pour des gens perfectionnistes. On n'a jamais le mot exact où ça prend du temps. Écrire vite, c'est pas ce que nous, on sait faire. Donc il faut décanter, il faut relire, il faut revenir, il faut... Voilà, c'est quelque chose de long, de difficile. Après, c'est un processus qui va être propre à chacun. Moi, j'ai lu des belles choses que vous avez entendues ici, également dans les écrits de Benoît. Ce sont deux hommes qui écrivent très bien, donc je savais que je n'allais pas me planter là-dessus. Il y a quelque chose, c'est complètement anecdotique, mais c'est quand même... Ici, il y a une prudence qui consiste à mettre des guillemets sur un certain nombre de mots, parce qu'on écrit en français, et que la langue française, aussi belle soit-elle, elle est toujours connotée avec un certain nombre de choses, et notamment cette histoire-là, coloniale de la Nouvelle-Calédonie. Donc moi, j'avais traduit des morceaux de thèse, transcrit des morceaux de thèse d'Umberto, et notamment, il y avait un endroit où il parlait de son enfance en disant, pendant les événements, on avait la peur du blanc. La peur du blanc, et après, il a fallu qu'on aille étudier en France, parce que c'était le rééquilibrage, et parce qu'on nous a mis dans une espèce de schizophrénie sociale et culturelle en disant, bah non, maintenant tu vas, et parce qu'il faut construire le pays, le développement, etc. C'est tout l'objet de sa thèse en géographie du développement. Et donc, j'avais repris ça tel quel. Et en parallèle, moi, je suis formatrice. J'intervenais à l'IFPSS, donc l'école d'infirmières, en parlant de la médecine des Blancs, parce que c'est quelque chose qui est récurrent dans le discours des soignants. Et il y a un étudiant qui m'a dit, mais il faut arrêter de parler des Blancs et des Noirs comme ça ici, ça se fait pas. Vous banalisez quelque chose, nous on n'en veut plus de ça. On est au-dessus. On a dépassé ça. Donc, j'allais dire, les renoncements, ou au contraire, les subtilités dans l'écriture, c'était plutôt de dire, bah, je vais prendre les propos d'Umberto, qui les a écrits tels quels, et blanc, je vais mettre des guillemets. Parce que de toute évidence, on n'aborde plus les choses de la même façon, où il faut faire attention, parce que, comme je ne l'ai pas peut-être dit, et je le dis maintenant, s'il y a des propos dans ce qu'on a dit qui ont pu blesser ou offenser certaines personnes, c'est totalement involontaire, et veuillez nous en excuser, parce que c'est vraiment... L'écriture, c'est aussi un tâtonnement, c'est aussi quelque chose qui n'est jamais fini. Je me souviens en thèse, il y avait un médecin ici qui m'avait dit « Caroline, une bonne thèse, c'est une thèse finie. » Donc à un moment, tu t'arrêtes. Sinon, tu n'auras jamais fini et tu vas passer 30 ans sur la même chose parce qu'il y aura toujours moyen de réécrire. Donc à un moment donné, c'est bien aussi les publications parce qu'on a un délai. On peut gratter 10 jours, mais souvent, il faut rendre le texte et le renoncement, il est là. C'est dire « Ah, on n'a pas fini exactement. On aurait aimé trouver mieux à dire ou tourner la phrase autrement, mais tant pis, ça part. » Et puis quand on le relit, c'est cette espèce d'épuisement pour moi quand on a écrit. Quand on relit, on se dit non, finalement, c'était bien que ça parte parce que tu n'aurais pas fait beaucoup mieux, même si tu avais eu 10 jours de plus. Voilà vraiment très très subjectivement ce que je peux vous en dire. Ouais, c'est ça.
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que vous vouliez dire par renoncement. Quel genre de renoncement? Oui, enfin, il y avait peut-être deux questions dans une. Hein. Ça concernait la conception que vous auriez de l'écriture, et puis s'il y avait des choix qui impliquaient une sélection, et donc mettre de côté, ça peut être des mots, mais aussi des idées, une manière de faire que vous n'avez pas pu intégrer et exprimer dans cette écriture. Censure. Ah oui. Bah, c'est plus fort. Ouais. Alors, pour ma part, de ce point de vue-là, je n'ai pas l'impression d'avoir renoncé. J'ai un rapport un peu particulier à l'écriture, mais je crois que c'est un petit peu le cas pour ceux qui sont amenés à écrire. C'est jamais simple. Je pensais qu'il y avait des gens qui écrivaient simplement, que ça coulait comme ça tout seul. Et puis, en fin de compte, ça aide de savoir que ce n'est pas le cas. Et en tout cas, pour ma part, je ne me suis jamais perçu comme un écrivain. Même quand c'est l'image qui peut être renvoyée, et c'est comme ça qu'on peut être perçu. Et en tout cas, quand j'écris, j'essaye de mettre tout ce que je peux y mettre, quoi. Tout ce que je sais, tout ce que je peux réfléchir, sans vraiment renoncer. Alors par contre, en ce qui concerne l'article là, c'est la première fois que je participais à un article écrit à plusieurs, ce qui est quand même une pratique assez courante. Et là, effectivement, il y a des choses que j'aurais ajoutées, des témoignages que j'aurais mis en plus pour étoffer l'article, mais où j'ai accepté le renoncement parce qu'on ne peut pas non plus, notre article sera déjà long, je pense. On a eu la chance de ne pas avoir de limite, ce qui est de plus en plus rarement le cas. Mais donc là, effectivement, il y a eu du renoncement dans le fait que, parmi toutes les données que je pouvais avoir à disposition, certaines sont laissées de côté pour qu'on puisse harmoniser nos différents apports. Autre question peut-être? Alors, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va paraître. Juin, oui, je crois que c'est le deuxième numéro de l'année. Oui. Voilà. Un peu de mal. Bonjour, merci beaucoup Caroline et Benoît pour la présentation et Umberto aussi. C'était vraiment passionnant et ça fait du bien d'avoir aussi des moments d'échange sur l'envers du décor et sur le vrai métier et les vraies difficultés. Je pense que pour les étudiants qui sont là, c'est passionnant aussi d'avoir cette vision-là et pas une vision où les chercheurs, c'est tout beau, tout facile, ils sont trop forts, mais qu'en fait, ils sont confrontés aussi à des vrais problèmes. J'avais deux questions, remarques. Comme tu l'as dit, Caroline, c'est vous qui êtes allée chercher votre collègue Umberto pour participer à votre article. Et tu disais, tu l'as dit, on n'aurait pas pu le faire s'il n'avait pas été là et s'il n'y avait pas cette prise de position et ce jeu, ce témoignage. Mais du coup, vous n'êtes pas allé chercher n'importe qui non plus. Vous n'êtes pas allé chercher n'importe quel témoin. Vous êtes allé chercher un Kanak exilé, chercheur, qui plus est. Donc, pas non plus... Je me demande, est-ce que vous auriez pu faire l'article avec un autre témoin, peut-être hors du champ académique? Est-ce qu'à votre avis, alors c'est difficile parce que vous ne l'avez pas fait, mais est-ce qu'à votre avis, la contribution aurait été différente, parce que pour lui, c'était un exercice aussi un petit peu peut-être particulier, parce que vous ne l'avez pas sollicité en tant que chercheur. Vous l'avez sollicité en tant que témoin, en tant que Kanak davantage, en tout cas de la façon dont je l'ai compris. Donc, quelle est la motivation de ce choix aussi,
de sélectionner un témoin, on va dire, éclairé avec beaucoup de guillemets, mais dans le sens du monde académique aussi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est plus un constat que je me fais. J'ai l'impression qu'on est peut-être dans une période, alors peut-être que je me trompe, mais le sentiment que j'ai, c'est que de plus en plus, on a dans les ouvrages collectifs, voire certaines revues, on nous demande des petites biographies de l'auteur. Et de plus en plus, c'est des biographies, on va dire, subjectives. C'est pas seulement dire qu'un tel est géographe rattaché à l'université de Pointe-à-Pitre. C'est davantage une biographie sur la personnalité, le parcours de la personne et qu'est-ce qu'il fait. Et je trouve ça formidable comme changement aussi de positionnement de la recherche elle-même, parce qu'on prend en compte le fait que un article ou des travaux de recherche, ils sont faits par une personne qui a elle-même son histoire, son parcours et sa temporalité. Comme tu l'as dit, Caroline, cet article, il ne se serait pas fait de la même façon si ça avait été un autre moment de ta vie. Et donc aussi, ça resitue sur qui fait quoi, quand et pourquoi il le fait comme ça. Et donc c'est pas une question, mais c'est pour vous dire que je crois que on va aussi vers peut-être une nouvelle vague où on associe de plus en plus le parcours du chercheur avec sa recherche. Et je pense que c'est vraiment important parce que forcément, on teinte nos travaux, vous le disiez, je crois, l'illusion de la neutralité. Enfin, et donc, c'est important de savoir qui écrit et d'où il vient et d'où il se positionne là-dessus. Voilà, c'était les deux réflexions que je me suis faites. Merci à vous. Merci pour cette intervention. Évidemment, je suis en parfaite harmonie avec ce qui est dit là. Ça fait quelque temps déjà que je travaille avec une ambition, même si le mot est un peu fort, épistémologique, parce que c'est facile de se rendre compte, que certains discours, en particulier en anthropologie, ont été écrits à des moments particuliers de l'histoire politique et personnelle du chercheur, avec l'air du temps aussi, et que naturellement ça impacte leur manière d'écrire, l'emploi des mots. On peut se faire la remarque, et on peut être très critique en 2023 sur des choses qui ont pu être écrites en 1950 ou en 1980, mais finalement il faudrait revenir à un peu d'humilité en se disant qu'est-ce qu'on aurait écrit nous si on avait été anthropologue en 1975 en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on n'aurait pas écrit Kanak avec un C comme tout le monde le faisait, alors qu'aujourd'hui ça nous paraît complètement incongru. Donc pour moi c'est super important, en particulier ici, de dire qui l'on est et d'où on parle, parce que ça oblige à une certaine humilité qui est de dire je n'ai pas la science infuse, c'est pas parce que j'ai un doctorat que je m'accorde le droit de dire et de faire des choses, et je pense que l'anthropologie de la Nouvelle-Calédonie en a grand besoin. Voilà. Ça c'est une première chose qui n'engage que moi. La deuxième, pour revenir sur Umberto Kugola, j'ai eu la thèse de ce garçon, c'est quand même assez paradoxal quand vous voyez comme il est brillant, quand je faisais des entretiens pour ma thèse avec un jeune homme qui s'appelle Teddy Dalmerac, et qui m'a dit il faut que tu lises l'histoire de mon cousin, voilà, c'est un vieux comme toi, ça va te plaire, d'accord. Et cette thèse était introuvable, donc je l'ai eue sous le manteau par le réseau là. Et donc j'ai découvert la thèse de ce garçon qui n'est pas disponible à l'université, qui n'est pas disponible au centre culturel, ni aux archives, ni nulle part, qui n'est pas publié. Et c'est un pur scandale intellectuel, quoi. Donc j'ai eu la thèse de ce garçon et je me suis dit, il faut que je travaille avec ce type. Parce qu'il a un questionnement qui n'est pas fermé, qui est justement dans l'interrogation de comment on construit des sciences sociales et quel décentrement épistémologique, parce que c'est quand même sur des épaules de gens comme lui que ça va reposer, quel décentrement épistémologique on peut faire. Donc depuis que je connais l'existence d'Umberto Kugola, donc depuis 2014, c'est pas si vieux, parce que moi je suis une vieille,
doctorante en fait. Enfin, doctorante. J'étais vieille doctorante et maintenant, ça y est, enfin. Je savais que je voulais vraiment aller plus loin. Ce qu'on a pu faire à travers des mails, ce qu'on a pu faire aussi en se voyant dans des réunions. Alors, les réunions du Journal des Océanies, c'est des visios. Tout le monde est à Tataouine, Sydney, Nouméa, Paris, machin. On se voit tous, comme vous le savez, comme tous les colloques. Et enfin, je me disais, c'est toujours aussi intelligent ce qu'il dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Benoît, je le connaissais déjà, j'avais lu aussi, je m'étais beaucoup servi de ce qu'il avait fait. Mais évidemment, le fait qu'Umberto soit kanak métissé ou métis kanak assumé, affirmé dans la vidéo, beaucoup moins métissé quand on est dans les échanges, parce qu'il a aussi l'intelligence de naviguer dans cette pluralité d'identité aussi. Naturellement que c'était important, parce que aussi il est porteur à titre de chercheur des questionnements qui sont les mêmes que nous, mais nous on a un regard et surtout une légitimité qui n'est pas la même. Donc si ça avait été avec quelqu'un d'autre qui n'avait pas son érudition et sa faculté à écrire, ça aurait été un peu excusez-moi l'expression, on prend le kanak de service et on le met dans l'article comme ça. On n'est plus des anthropologues néocolonialistes ou je ne sais quel truc qu'on peut entendre encore aujourd'hui. Parce qu'on essaie de faire de la science honnêtement, vraiment. Mais là, c'est imparable. Il est plus érudit que nous. Vous avez vu quand même un petit peu les citations, vous avez vu un peu la construction de la pensée en quelques minutes. Il nous emmène. Donc moi, je savais que ce serait hyper qualitatif parce que ce garçon est plus qu'un chercheur. C'est vraiment un intellectuel de son temps, dans son pays, exilé, comme il le dit, parce que peut-être il a aussi quelques réticences ou quelques impossibilités logistiques, familiales, professionnelles, que sais-je, à revenir, mais je désespère pas qu'on le fasse revenir. Donc le fait qu'il soit exilé, pour moi, c'est complètement accessoire, même si ça donne un éclairage tout à fait particulier à son vécu, puisqu'il a été étudiant kanak en France pendant les années 90-2000 et que naturellement il a vu cette histoire de drapeau d'une autre façon que quelqu'un qui serait jamais sorti d'ici. C'est vrai. Donc le fait que ce soit un chercheur, c'était fondamental. Et moi, c'est vrai que c'est un auteur dont j'utilise les textes avec les étudiants pour les faire travailler là-dessus, parce que on a quand même affaire à des promotions d'étudiants océaniens et que je trouve normal et surtout très bénéfique et positif et encourageant de les amener à lire des auteurs qui vont vous parler de leur origine clanique, qui vont vous parler du monde invisible, de la dimension onirique qui va aussi contribuer à décider de quel sera leur sujet de thèse. C'est des choses que dans une espèce de discours académique occidental, monoculturel, cartésien, on ne trouve pas. Ça ouvre sur une autre dimension épistémologique et du même coup, ça nous invite, nous aussi, à faire œuvre un peu plus de réflexivité et de subjectivité, ce qu'on n'aurait pas forcément fait, et on se serait peut-être cantonné, c'est exactement la démarche que Benoît a essayé de vous expliquer tout à l'heure, on se serait cantonné à quelque chose de très posé, carré, cadré, anthropologie, voilà. Mais c'est pas facile de se mettre à nu, c'est pas facile. Moi, je le fais d'autant plus volontiers que voilà, ça a été quelque chose de très particulier et que je suis enchantée du résultat. Vous aimerez ou pas l'article, mais en tous les cas, sachez que pour nous, on a pris notre pied à écrire ça, vraiment. Tous les trois, et à réussir et à se réjouir que ce papier soit publié, pas pour le contenu, mais pour l'aventure humaine qui va jusqu'au bout. Et voilà, cet aboutissement, c'était vraiment quelque chose de plaisant. Donc oui, lui se permet, parce qu'il est kanak sans doute, une subjectivité, parce qu'elle enrichit énormément sa réflexion, son récit, ses écrits. Et du coup, nous, on se sent aussi libre de faire pareil. Un peu moins, évidemment, dans l'article, et peut-être un peu plus aujourd'hui ici. Et j'espère, surtout pour les étudiants dont je vois certains ici, et je les remercie vraiment d'être venus, parce que voilà, quoi. Vous avez là un bel exemple de quelqu'un qui a parfaitement trouvé sa place dans une épistémologie renouvelée. Merci. Si je peux ajouter quelque chose, je dirais que c'est un petit peu la question que j'attendais, que je craignais.
Pourquoi Umberto, pas quelqu'un d'autre? Il me semble d'abord que, enfin, même si tu l'as pas dit, qu'on est allé chercher le chercheur. Hein. On est solliciter le chercheur anthropologue avec qui on pouvait avoir un point de vue commun, ce qui est nécessaire. Et finalement, le fait que ça soit un témoignage à la première personne, c'est arrivé ensuite. Hein. C'était pas voulu comme ça, forcément, au départ. Voilà, alors moi j'aurais tendance à dire que ce sont des rencontres finalement. Effectivement, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas quelqu'un d'autre aussi? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas quatre avec un autre point de vue? Mais voilà, ce sont des rencontres avec des personnes avec qui on pense pouvoir travailler en partageant un minimum de points de vue communs pour arriver à un résultat ensemble.